Pas une journée ne passe sans que je navigue Reddit, ce site communautaire américain devenu controversé où on peut discuter de tout et n'importe quoi avec n'importe qui dans des subreddits, des petites communautés dédiées à des centres d'intérêt en particulier. Comprenant des sujets simples comme l'architecture ou les jeux vidéo à des idées abjectes et des communautés franchement pathétiques. Les subreddits que je préfère sont ceux centralisés sur les mystères ou les secrets. Que ce soit sur RBI, Unresolved Mysteries, Let's Not Meet ou Paranormal, je peux y passer des heures. Et à un moment donné, j'ai découvert une drôle d'affaire. La disparition d'un petit garçon au début des années 1970. On commence sans plus tarder. Il est aux alentours de 18h30 lorsque Darlene Ross discerne ce qui semble être un appel à l'aide de la part d'un petit garçon sur son émetteur-récepteur. Interpellée par ce qu'elle entend, Darlene répond en demandant davantage d'informations tout en essayant de le calmer. Le garçon implore à un certain David de l'aider et il informe également qu'il se trouve avec son père qui est décédé. Darlene lui dit de rester impérativement à l'antenne pour qu'on puisse le localiser. Après un petit moment, Larry donne son nom et indique se trouver au Nouveau-Mexique. Et puis, plus rien. Le signal a été perdu. Ayant vécu auparavant à Albuquerque, Darlene Ross s'empresse de contacter les autorités du Nouveau-Mexique pour avoir de l'aide en raison des informations inquiétantes données par Larry. Plus tard, dans la nuit, elle notifie le journal d'Albuquerque qui publiera la nouvelle le lendemain matin. La publication pousse d'autres personnes à témoigner auprès du journal concernant les émissions angoissantes de Larry. Il semblerait que Ross n'est pas la seule à l'avoir entendu. Ces premiers témoignages viennent tous d'autres amateurs de CB californiens, Larry ayant été carrément entendu jusqu'à Long Beach. Grâce aux conditions météorologiques de cette semaine, le petit garçon a pu être entendu par de nombreuses personnes au-delà de l'état du Nouveau-Mexique. Le signal a été bien plus puissant que la normale puisque la Citizen Band empêche normalement les émissions de s'étendre au-delà de l'état de l'opérateur. Je ne vais pas aller en détail sur ce point-là parce que j'y comprends rien et j'ai pas envie de dire du n'importe quoi, mais le fait est que le signal de Larry a ainsi dérivé entre différents canaux, ce qui a permis à son signal d'atteindre successivement le Mississippi et le Canada. La même journée, une autre utilisatrice, Linda King, alias Blue Eyes, réussit à convaincre le petit garçon de détailler sa situation. En plus de répéter que son père est mort, Larry affirme être coincé à l'intérieur d'un pick-up renversé à côté de son père, qu'il n'y a pas d'eau ni de nourriture et qu'il a 6 ans. Il ne sait même pas comment utiliser la radio du véhicule. En milieu de matinée, le NMSP, dirigé par Martin E. Vigil, le NMWCAP, une branche de l'URSSAF. De l'URSSAF. Non, pas de l'URSSAF. En milieu de matinée, le NMSP, dirigé par Martin E. Vigil, le NMWCAP, une branche de l'USAF, et l'ARCA se réunissent pour commencer les recherches et sauver Larry. Clark Speakman de l'ARCA suggère que l'enfant se trouve probablement quelque part dans le sud de l'État, au vu de ce qui a été dit durant les échanges radio entre Larry et des locaux. Les équipes ne perdent pas de temps. Des avions équipés de radiogoniomètres sont envoyés pour survoler le sud du Nouveau-Mexique ainsi que le sud-est de l'Arizona, pendant que la police d'État et l'ARCA se déplacent à pied dans les contreforts des montagnes Sandia, au sud-est d'Albuquerque. La police d'État reste également en contact avec Larry. Mais pour traverser les montagnes, il faut surtout des hélicoptères, ce que la police d'État ne peut aucunement fournir elle-même à cause de l'absence d'un coordinateur central pour les recherches. Heureusement, un homme va pouvoir résoudre ce problème. Joe McKinney, un planificateur de l'Université du Nouveau-Mexique qui a décidé de s'impliquer après avoir entendu parler de cette histoire à la radio. Il va contacter le président de la branche locale du Conseil de la Nation Navajo, Raymond Nakai, ou Nake, je suis désolée, je sais pas comment ça se prononce, à Window Rock en Arizona, puisqu'il s'est souvenu qu'ils avaient en leur possession 2 hélicoptères. Le gouverneur du Nouveau-Mexique, Bruce King, encourage Nakai à accepter ce qu'il fait en fin de compte. En parlant du gouverneur, il contacte également la Garde nationale du Nouveau-Mexique qui a récemment commandé un avion U-21 parmi d'autres aérodynes. Tout est bon pour sérieusement commencer les recherches. L'avion U-21 est contrôlé par un pilote de la garde, le capitaine Rick Tweed, qui maintient également le contact avec Larry depuis la radio de son cockpit. Les opérateurs des communautés de l'agglomération d'Albuquerque, notamment de Moriarty et Cedar Crest,
pense que le signal de Larry pourrait provenir du sud d'une cimenterie dans le canyon de Tijeras, ce qui pousse l'entièreté des équipes, aériennes tout comme terrestres, à se rassembler à cet endroit. Arrivé au sud de la centrale à béton, ils tombent sur des camions et des voitures abandonnées, des appareils de cuisine hors d'usage, des ordures et des réservoirs d'eau. C'est la douche froide, il n'y a pas de cadavres ou d'enfants, il n'y a personne, ils sont seuls à la cimenterie. 3 pilotes de la Civil Air Patrol vont notifier avoir repéré un pick-up, du moins un véhicule abandonné à l'est des montagnes Manzano, provoquant l'envoi d'un hélico pour y voir de plus près. Mais c'est également une fausse piste. La nuit commence à tomber. Linda demande à Larry s'il voit encore le soleil, et il répond qu'il pleut à l'endroit où il se trouve. Il y a effectivement un endroit dans les monts Manzano qui est actuellement sous la flotte. C'est le canyon 4th of July. L'Arca s'en va immédiatement fouiller la zone. Pendant ce temps, Linda demande à Larry de crier dans son micro dès qu'il distingue les lumières du Piper Cherokee de la Civil Air Patrol de Las Cruces qui survole les environs. Larry crie lorsque le pilote HB survole Chili. Enfin, en arrivant sur place, les équipes retrouvent exactement ce qu'ils ont trouvé dans les précédentes zones fouillées, soit absolument rien. Pas de véhicule, pas de corps ou d'enfants. À la fin de la journée, 150 personnes en tout, équipées de radiogonomètres et de moniteurs radio, vont parcourir les contreforts du centre de l'État du Nouveau-Mexique. La journée commence sous une chaleur étouffante, qui atteindra même les 32 degrés au fil des heures. C'est ce jour-là que hommes comme femmes, adolescents comme adultes, simples habitants de l'agglomération de la ville, se portent volontaires pour aider aux recherches. Mais la communication entre Larry et Linda Blue Eyes se fait de plus en plus difficile avec l'inondation de voix disparates cherchant à contacter le petit garçon. Les recherches sont également perturbées par des petites têtes à claque, des enfants qui se font passer pour Larry en utilisant des talkie-walkie. Les équipes sont dans l'impasse. Ils sont désespérés et ils suivent absolument toutes les pistes, même les plus abracadabrantesques. Une église de Wichita, au Kansas, les incite à chercher Larry près d'un lac à Alamogordo, après avoir reçu un message à la suite d'une veillée de prière organisée pour toute la journée. Depuis une cabine téléphonique, un médium va quant à lui leur demander de chercher à 32 km au sud de Moriarty. Et enfin, une femme du Maryland va les pousser à fouiller Sandia Park, s'étant déjà perdue sur une route à cet endroit. Les lignes téléphoniques critiques des bureaux de la NMSP sont saturées d'appels provenant jusqu'à l'État de New York au sujet de Larry, ce qui complique davantage les choses. Mais là, miracle. 2 nouvelles pistes crédibles et à creuser s'annoncent avec l'appel de 2 familles distinctes, l'une vivant en Floride et l'autre dans le Maryland, qui souhaitent signaler leur perte de contact avec des proches et leur fils, Larry, qui était parti en voyage vers l'ouest. Mais ces pistes se révéleront être des fausses, puisque les familles disparues concernées sont retrouvées saines et sauves peu de temps après. Un opérateur radio affirme que Larry lui avait révélé son nom de famille, qui serait Cortese. Les amis d'un vétérinaire d'Albuquerque vont rapidement s'inquiéter, puisque le nom de ce dit vétérinaire est Cortese et il est parti en vacances avec sa famille. Mais il sera retrouvé plus tard avec sa famille, séjournant quelque part dans le Minnesota. C'est donc également une fausse piste. Alors que la puissance du signal des émissions de Larry semble s'affaiblir, ce qui laisse suggérer que la CB du pick-up est de plus en plus à court de batterie, les équipes font le tri parmi toutes les informations qu'ils ont reçues depuis mardi. Frank Loughlin, vétéran paralysé de la guerre et opérateur radio de Phoenix en Arizona, déclare avoir échangé avec un petit garçon nommé David aux alentours de midi. David informait être blessé mais qu'il se trouvait à l'extérieur du pick-up renversé, qui était rouge avec un remorque d'un camping-car blanc, ajoutant que son père était simplement blessé. Avec les propos de Frank Loughlin, les questions se font plus nombreuses que les réponses. Depuis le début, il cherchait un enfant. Y en avait-il 2 en réalité? L'un se prénommant Larry et l'autre David? Est-ce que le père est mort ou blessé? En regardant de nouveau le témoignage de Darlene Ross, cela a du sens. Et puis, est-ce qu'il se trouve véritablement au Nouveau-Mexique même? Si ça se trouve, ils cherchent au mauvais endroit depuis le début. Mais avec ce nouvel élément, ils ne sont pas plus avancés. Ils ne savent même plus où chercher. Les groupes de recherche tournent en rond, repassant même à certains endroits précédemment fouillés et laissant notre zone suspecte intacte en raison du manque d'effectifs pour coordonner le tout. La situation génère de la frustration entre l'ingérence de civils non autorisés à se porter volontaires et le fait qu'ils n'avancent pas. Ils se lassent les uns des autres. Vigil tente malgré tout de coordonner de nouveau les équipes et demande également aux parents de confisquer les talkie-walkies de leurs enfants. Il appelle également aux opérateurs radio de libérer le canal 14, étant la bande sur laquelle Larry aimait le plus souvent. En parlant de civils volontaires, ce vendredi, un étudiant de l'université du Nouveau-Mexique va louer un avion pour partir à la recherche du petit garçon.
Mais il est forcé d'atterrir en catastrophe ayant perdu le contrôle de l'avion. Heureusement, il s'en sort en un seul morceau, mais il doit payer 500 $ de franchise sur l'assurance de l'avion. L'ARCA lance une collecte de fonds pour l'aider puisqu'il avait été forcé de dépenser de l'argent de ses frais de scolarité pour payer la franchise. Sinon, les recherches continuent. Elles continuent, mais elles ne mèneront à rien. Et après un moment, les autorités lâcheront l'affaire. Larry ne sera donc jamais retrouvé. Et ainsi, l'histoire semble s'arrêter là. Il est difficile de dire que ce genre de disparition est assez classique, puisque le cas de Larry diffère sur de nombreux points. Notamment le fait que ce petit garçon, Larry, n'existe pas. Il n'existe pas. Alors, je pense que vous vous en doutiez un peu. Évidemment, ce n'est pas moi qui ai inventé cette histoire, il ne s'agit pas d'une creepypasta ou du moins d'une histoire fictive. En fait, j'ai volontairement omis quelques détails pour le bien de la narration. Dès le début, la possibilité que Larry soit l'œuvre d'un canular n'est pas écartée. Le 8 août, en s'adressant à un journaliste, la police d'État évoque cette possibilité-là. Un sergent de la Civil Patrol, W.H. Schmidt, même s'il affirme ne pas douter personnellement de la véracité du signal, ajoutant avoir entendu l'enfant pleurer, il dit également que la piste n'est pas écartée. Au fil des recherches, à force de tomber sur tout sauf un enfant ou au moins un cadavre avec un véhicule à côté, et d'avoir des gens avec toutes les bonnes intentions du monde mais qui savent plus l'enquête qu'autre chose, mais surtout en ayant en tête qu'ils font probablement tout ça pour rien, les équipes sont frustrées et la tension commence à monter. Les doutes se sont accrus le 10 août, vendredi, concernant la légitimité d'autres transmissions du garçon, en particulier dans des états éloignés, en raison de leur plus grand nombre par rapport aux détections au Nouveau-Mexique, du caractère évasif de Larry, et du fait que la cellule portable du pick-up n'a probablement qu'une autonomie de batterie suffisante pour fonctionner jusqu'à jeudi. Les recherches continuent toujours, même si l'espoir qu'il s'agisse de tout sauf un canular commence à s'amoindrir. Un KC-135 Stratotanker de la base aérienne d'Offutt, équipé de radiogonomètres spéciaux, survole l'État pour écouter le signal de Larry sur son émetteur-récepteur. Mais impossible. L'avion ne parvient pas à capter un quelconque signal car le canal est particulièrement occupé ce jour-là. Un autre avion cherche le pick-up renversé avec l'aide de photographies aériennes infrarouges. Une photo semble montrer la forme d'un pick-up au sol. En arrivant sur place, il découvre un autre réservoir d'eau. Dimanche 12 août 1973, il y a une grande avancée dans l'enquête. La NMSP est en mesure d'exclure plusieurs des transmissions ultérieures de Larry. Il s'agit de fraudes, notamment celle de David, qui était en fait un garçon de Phoenix qui jouait avec son talkie-walkie. Après 5 jours depuis le début de l'opération, ils se rendent à l'évidence. Si la transmission initiale était un véritable appel à l'aide, alors ce qu'ils cherchent à présent est un cadavre, voire même deux. Larry est probablement mort de froid ou de déshydratation depuis. Cette journée-là, les recherches sont interrompues au soir en raison de l'épuisement de toutes les pistes. Aux journalistes, Vigil explique que les 3 équipes n'ont pas trouvé d'informations précises permettant d'établir la validité de la situation. Nous n'avons pas obtenu d'informations suffisamment précises pour dire qu'il y a vraiment quelqu'un dehors et où cette personne pourrait bien se trouver. 4 radiogonomètres sont laissés en service dans le centre de l'État du Nouveau-Mexique au cours des semaines suivantes pour permettre la localisation de l'emplacement de Larry s'il émet de nouveau. En même temps, un jeune garçon, Larry Zmunzinski, 12 ans et originaire de Toledo dans l'Ohio, est ajouté à la liste des enfants pouvant être Larry puisqu'il a disparu avec sa famille en 1973. Larry Zmunzinski est l'aîné de la famille de Lawrence Zmunzinski. Son nom est très compliqué à dire. Son oncle, Louis, frère cadet de Lawrence, informe le chef adjoint de la police de Santa Fe, William J. Bullock, que la famille a disparu lors d'un déménagement vers l'État de Washington depuis l'Ohio. Les dernières nouvelles de la famille remontent au 4 juillet 1973. Ces informations poussent Bullock à publier un bulletin national le 25 août 1973. Mais bien sûr, il s'agit une nouvelle fois d'une fausse piste. 2 jours plus tard, toute la famille sera retrouvée saine et sauve dans un camping près de Wenatchee, dans l'État de Washington. Le jour d'avant, le 24 août 1973, quelque chose d'étrange va se passer. Les opérateurs radio du Colorado captent la voix d'un homme prétendant être derrière Larry. Ils se vantent d'avoir mené en bateau la police d'État. Puis peu avant minuit, après l'intervention d'un opérateur de Denver, Robert Vetter, l'homme va proférer des menaces de mort à son encontre, ainsi qu'envers Richard Nixon et Spiro Agnew. La transmission de l'homme cesse le dimanche matin, ce qui empêche sa localisation. Mais il revient sur notre canal le soir même.
Les menaces de mort sont transmises au FBI qui les délègue au FCC ainsi qu'au Secret Service pour enquête. Vetter, qui avait entendu les signaux de Larry plus tôt dans le mois, doute du fait que l'homme soit véritablement derrière tout ça. Je ne pense pas qu'il s'agisse de la même personne. La voix de l'homme qui a proféré ces menaces avait un accent mexicain contrairement à l'autre, celle de Larry. Je ne suis pas vraiment inquiet. Il pensait également que les émissions de samedi et dimanche provenaient de la région des Four Corners, ou peut-être du nord du Nouveau-Mexique ou du sud du Colorado. Au total, entre 200 et 250 volontaires, membres des forces de l'ordre et de la garde nationale, ainsi que 22 avions, auront parcouru le sud-ouest des États-Unis pendant 5 jours à la recherche de Larry. Il s'agit d'une des plus grandes missions de recherche et de sauvetage de l'histoire du sud-ouest jusqu'à cette date, impliquant des centaines d'heures de travail entre les organisations civiles, les militaires et les paramilitaires. C'est aussi l'opération de recherche et de sauvetage la plus coûteuse de l'histoire de l'État du Nouveau-Mexique, avec une estimation prudente en 83 de 25 000 $, ce qui fait 171 589 $ aujourd'hui, sans compter l'incident d'étudiant, alors qu'une autre estimation, 10 ans auparavant, évaluait le coût total à 120 000 $, soit 823 628 $ aujourd'hui. En novembre 1973, les responsables de la patrouille d'État du Colorado et le bureau du shérif du comté d'Arapahoe qualifient l'affaire de canular. W.D. George, ingénieur en chef du bureau de la FCC à Denver, confirme qu'aucun autre signal de Larry n'a été entendu depuis l'arrêt des recherches le 12 août. Il juge que, pour autant que je sache, il s'agissait d'un canular. Nous n'avons aucune preuve du contraire. Vigil, quant à lui, réaffirme que tous les efforts ont été épuisés et qu'il l'aurait retrouvé depuis s'il avait été là puisque toutes les zones indiquées ont été fouillées en profondeur. L'incident, parmi d'autres cas d'utilisation abusive sur des CB au début des années 70, est cité comme la raison pour laquelle la FCC a mis en place des équipes d'investigation régionales sur les radios en septembre 1974. La même année, la United Press International désigne l'affaire Lost Boy Larry comme la 4e histoire la plus importante du Nouveau-Mexique de 1973, la première étant celle de Garcia Casuse, concernant le kidnapping du maire de Gallup, une ville dans l'État, par 2 jeunes hommes dont un certain Larry Casuse. Et en faisant mes recherches, l'histoire a l'air tout aussi intéressante que celle-là. Enfin pour conclure, plusieurs Albuquerquois qui avaient pris part aux recherches ont par la suite formé le New Mexico Search and Rescue Council, anciennement New Mexico Emergency Services Council, en 1974. L'histoire se termine comme ça, et pour de vrai cette fois-ci. Ainsi, je vous ai raconté la disparition d'un enfant qui n'existait pas. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, auquel cas vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ou mettre un petit commentaire, ou alors vous ne le faites pas. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez me suivre ailleurs, mon Linktree est en description, et je vous dis à la prochaine. Salut!